Des pros, voici donc notre sommaire. Qui est Tariq Ramadan, 55 ans, suisse, théologien, islamologue, professeur d'études islamiques à Oxford, marié depuis plus de 30 ans à une Française convertie, père de 4 enfants. Il est aujourd'hui dans la tourmente parce que 2 femmes ont porté plainte contre lui pour viol. Mais au-delà, et ce sera notre interrogation ce matin, que pense véritablement Tariq Ramadan, dont le discours varie en fonction de ses interlocuteurs, qu'ils soient musulmans ou non? Avance-t-il masqué? Est-il un conservateur ou un réformiste? Cache-t-il un fondamentalisme religieux derrière un discours moderniste? Autant de questions pour nos invités ce matin. Je rappelle que Charlotte Dornelas est avec nous. À côté d'elle, Nadir Kayak est président de l'association Banlieue Plus et nos quartiers. Abderrahim Afidi, qui est politologue, islamologue, présentateur de l'émission Islam sur France 2. Et Jean-Louis Burga, qui est journaliste, producteur. Je rappelle évidemment Clément Viktorovitch, comme chaque matin. 2 victimes ont donc porté plainte pour viol. La première s'appelle Enda Ayari, c'est une ancienne salafiste et fondatrice de l'association Libératrice en 2015. Elle est la première à avoir donc déposé plainte contre Tariq Ramadan pour viol. C'est la campagne Balance ton peur qui m'a poussé à dévoiler son nom, dit-elle. Et puis la deuxième victime est une femme de 42 ans. Les faits présumés remontent à 2009. Toujours dans un hôtel, Tariq Ramadan se serait jeté sur elle par derrière en lui administrant de fortes claques au visage et sur le corps ainsi que des coups dans le ventre et lui aurait dit « Toi, tu m'as fait attendre, tu vas prendre cher ». Qui est Tariq Ramadan? D'abord sur ces faits. Abderrahim Afidi, est-ce que vous avez des informations à nous donner? Non, je n'ai pas d'informations puisque je ne suis pas le juge d'instruction qui instruit l'affaire. Je voudrais juste rappeler que puisqu'on a parlé de Roman Polanski, et cette émission elle est faite parce que précisément il y a des faits qui sont reprochés très graves, qui sont reprochés à Tariq Ramadan, je voudrais juste rappeler un principe républicain qui était jurisprudence, à savoir que toute personne accusée de quoi que ce soit doit bénéficier de la présomption d'innocence, jusqu'à ce que la justice établisse clairement la culpabilité. Dans ce cas-là, il faut que toute la justice passe. Elle passe de la façon la plus sérieuse et la plus rigoureuse, ou alors, je dirais, il serait innocenté ou bénéficiant. Nous sommes tous d'accord avec vous là-dessus, c'est pour ça qu'on va aller assez vite sur ce sujet, parce qu'il n'y a pas d'informations qu'on puisse apporter. Il n'y a pas d'informations. Les seules informations dont nous disposons tous sont... alors, il y a 2 choses. Il y a les informations qui ont été dites devant le juge d'instruction, puisque une des victimes a été entendue, Mme Ayari a été entendue. Et puis, il y a les informations qui circulent sur les réseaux sociaux. Et vous savez très bien que ce qui circule sur les réseaux sociaux, il y a à boire et à manger, il y a de la vérité, il y a du mensonge, il y a de la manipulation. Je pense que la sagesse serait d'abord de laisser la justice faire son boulot. Moi, je suis confiant dans la justice de mon pays et j'aimerais que cette justice aille jusqu'au bout. Mais par contre, dire qui est Ramadan, c'est-à-dire quels sont ses travaux, quelles sont ses intentions intellectuelles et politiques, ça c'est intéressant. Jean-Louis Burga. Non, pour commencer, toute petite chose, effectivement, comme dit mon voisin, il y a une liaison avec l'affaire Polanski. Polanski, il y a très peu de plaintes qui ont été déposées finalement. Et la première personne qui l'a soi-disant, enfin, il est accusé d'avoir violé, lui a pardonné, s'est rétracté. Pour Ramadan, à ma connaissance, il n'y en a pas 2. Il y a un dépôt de plainte aujourd'hui. Donc, je pense qu'il faut être précis. Et ensuite... Non, il y en a officiellement, d'après la police, il y a une seule plainte qui a été véritablement reçue. Et dans ce type d'affaires, il faut faire très attention parce qu'on a vu un peu cette inflation de dénonciation qui se déclenche dans un milieu qui est tout de même assez difficile à vérifier. Alors, qui est Tariq Ramadan? Et très souvent, Clément Viktorovitch parle de l'éthos, E-T-H-O-S. C'est la manière de se présenter. Et c'est important puisque tout fait sens. La manière dont on parle, la manière dont on est habillé, la manière dont on est, j'ai envie de dire, coiffé ou rasé, etc. Et ça, c'est intéressant parce qu'on voit les images en ce moment. Clément Viktorovitch, c'est un homme bien sous tout rapport, si je voulais résumer la manière dont il se présente à la télévision et l'image qu'il veut donner de lui-même. Oui, c'est un intellectuel. C'est du moins l'éthos, donc E-T-H-O-S, c'est l'image qu'on renvoie de soi-même. C'est l'éthos qu'il a forgé, l'éthos d'un intellectuel en costume, bien habillé, bien coiffé. C'est une stratégie, mais comme nous l'avons tous autour de cette table, nous sommes tous habillés comme des intellectuels parce que nous passons à la télévision et que nous cherchons à donner de nous cette image. Je ne sais pas ce que ça veut dire habillé comme un intellectuel, mais bon. Si, on est... Oui. Si, de fait. Lui, il l'est en tout cas, un intellectuel, mais... C'est un professeur d'université, il enseigne
enseigne à Oxford. Et c'est cette image de lui qu'il met en avant. C'est aussi cette image de lui, d'ailleurs, qu'il met en avant dans les clips qu'il diffuse sur Internet, sur sa page Facebook, qui sont d'une incroyable sobriété. Ce sont des interviews en plan serré, où on le voit sans effet de mise en scène, où on le voit dans son costume habituel. C'est ce qu'il veut dire de lui par sa manière de se vêtir. Bon, Nadir Kaya, pourquoi y a-t-il une ambiguïté sur sa personnalité et pourquoi, j'ai dit tout à l'heure, on oscille entre le moderniste et le conservateur? Alors, ambiguïté par rapport à qui? Par rapport à l'islam. À l'islam. C'est compliqué parce que Tariq Ramadan, il bénéficie d'une image assez positive auprès de la communauté musulmane en France, ça c'est un fait. Il est aussi controversé. Mais c'est vrai que les médias et certains hommes politiques qui ont eu affaire à lui s'interrogent beaucoup sur sa personnalité depuis des années. On entend toujours ça. On parlait d'un double langage à une époque. Là, aujourd'hui, vous posez la question. Est-ce qu'on est capable de poser la même question avec l'affaire Polanski? Je ne pense pas. Aujourd'hui, il y a aussi une réalité. Dès l'instant où on représente l'islam ou alors les musulmans, les médias se focalisent. Donc tout de suite, il y a une interrogation, des doutes. C'est le cas par rapport à lui depuis des années, où toute personne qui peut représenter la communauté musulmane, c'est d'actualité. Parce que la situation peut-être géo-internationale... Comment vous le voyez-vous? Est-ce que pour vous, c'est un conservateur de l'islam ou est-ce qu'au contraire, c'est un réformiste? Non, mais moi, je le connais pas. Je le connais pas personnellement. J'ai assisté à des réunions publiques qu'il a tenues. Moi, le discours qu'il pouvait avoir dans les médias pouvait être intéressant, notamment sur les affaires de la burqa, du voile, où c'était entre guillemets l'un des seuls représentants aptes à pouvoir débattre ou réagir sur le sujet qui pouvait nous concerner, c'est-à-dire les citoyens musulmans de France par rapport à des sujets d'actualité qui posaient problème ou qui alimentaient les discours anxiogènes. Mais après, qui il est aujourd'hui, je pense qu'il y a des gens qui le fréquentent et d'autres qui le connaissent un petit peu, qui eux-mêmes ne savent pas qui il est. Après, c'est toujours un doute. Est-ce qu'on est capable de savoir qui on est par rapport à ce qu'on peut écrire? Je vous invite à lui poser la question directement, s'il veut bien y répondre. Vous êtes là quand même ce matin pour ça, pardonnez-moi. Non, mais moi, je ne le connais pas suffisamment. Si vous alors venez pas sur le plateau. Non, mais quand je vous invite, c'est pour que vous donniez votre avis. Vous me dites je veux parler. Donc vous venez sur le plateau et vous me dites je le connais pas, je sais pas quoi en penser. C'est-à-dire que je veux pas rentrer dans les détails parce que je le connais pas suffisamment et moi-même j'ai pas. Donc là pardonnez-moi, il y a une ambiguïté de votre position pour le coup. Je peux répéter bêtement ce que disent certains dans les médias. Non mais c'est votre avis qui m'importe. Alors mon avis, c'est ce que je veux vous dire. C'est un intellectuel. Après moi j'ai pas suffisamment de compétences pour savoir s'il avance masqué ou pas. Je pense qu'il y a peut-être des interlocuteurs ici présents qui vont pouvoir approfondir la chose. Mais aujourd'hui, c'est trop facile d'amener le doute comme ça. Qui est-il? Est-il masqué? Qu'est-ce que ça veut dire réellement? Ça veut discours. Charlotte Dornelas, c'est ce qu'on entend depuis des années sur l'individu. Moi, je le défends pas. Hein. Mais il y a, pardon, de votre manque de clarté, exactement la même ambiguïté qu'on reproche finalement à Tariq Ramadan. C'est qu'on n'arrive pas. Moi, je vais vous dire une chose. Tariq Ramadan, il dit des choses effectivement sur les plateaux de télévision. Quand on l'écoute, on se dit ah là là, si seulement. Effectivement, plusieurs fois, ça arrive. Et il y a toujours un moment où on est extrêmement mal à l'aise. On n'arrive pas trop à voir à une question simple, un oui ou un non. C'est exactement ce qu'a poussé Tariq Ramadan à proposer ce fameux moratoire sur la lapidation des femmes quand il était en face de Nicolas Sarkozy. Et ensuite, il fallait écouter Tariq Ramadan dire « Ah oui, mais attendez, moi je suis contre, mais vous comprenez, le monde musulman est plus compliqué que ça. Et dans notre tradition, effectivement, il y a la lapidation. On ne peut pas imposer, on peut pas... » On lui a dit « Mais attendez, vous êtes là en train de parler de l'islam en France. On ne vous parle pas du monde musulman, on ne vous parle pas de la tradition dans certains pays musulmans, et il n'y arrive pas. Je me souviens très bien d'une émission à ses débuts où il était en l'occurrence chez Laurent Ruquier, et il n'arrivait pas. Est-ce que vous aimez la France, oui ou non? Il disait oui mais non, mais il y a des moments dans l'histoire de France, et puis de toute façon je suis pas français. Oui, mais est-ce que vous encouragez les musulmans de France à aimer la France? Oui, mais en même temps c'est quand même normal qu'il y ait des choses à reprocher. Moi c'est ça qui me gêne énormément, et dans le simple, justement dans la simple présentation, même sans aller chercher les doubles discours etc qui sont réels chez Tariq Ramadan, il y a une gêne à la simple manière qu'il a de ne pas savoir dire oui ou non à des questions simples et des questions qui intéressent les Français, notamment par rapport à l'islam. Abderrahim Afidi, je rappelle que vous êtes politologue, islamologue. Écoutez, Tariq Ramadan n'est pas du tout énigmatique. Je pense qu'on a construit toute une mythologie autour de cette ambiguïté de Tariq Ramadan.
Personnellement, pour moi, Tariq Ramadan n'est pas ambigu. Pourquoi? Parce que si on discute de quelqu'un, moi je me moque complètement de ce qu'il dit dans des cénacles cachés, c'est pas mon problème. Mon problème, c'est de lire ses ouvrages et d'écouter ce qu'il dit publiquement. Et là, effectivement, on peut effectivement déchiffrer cette personnalité. Lorsque le mot intellectuel lui a été accolé tout à l'heure, j'ajouterais que c'est un intellectuel idéologue. C'est-à-dire, un intellectuel idéologue, c'est quelqu'un qui a un projet de société, car il s'inscrit quand même dans une démarche lointaine. Qui est Tariq Ramadan, finalement? On peut l'inscrire dans une généalogie familiale. Ça ne veut pas dire qu'il est ceci parce que son père était cela. Je refuse cet amalgame et cette espèce de mutation génétique. Non. Il s'inscrit dans une grande tradition familiale et nationale, d'origine égyptienne. Son père, Saïd Ramadan, qui était un des principaux collaborateurs de Hassan al-Banna, fondateur des Frères musulmans, ce fondateur qui a été éliminé par le roi Farouk en 1949. En 1952, les officiers libres, Nasser, etc., ils ont fait un coup d'État et ils ont réussi à arriver au pouvoir avec la bénédiction et le soutien des frères musulmans, faut-il le rappeler. Sauf que lorsque le clash entre les officiers libres et les islamistes est apparu grand jour, eh bien, il va y avoir une rupture, une espèce disons, de purge. Et là, le père de Tariq Ramadan, Saïd Ramadan, va donc quitter l'Égypte, va venir s'installer en Suisse. Et en 1960, il va fonder le Centre islamique de Genève, dont le fils aujourd'hui, Hani Ramadan, le frère de Tariq Ramadan, dirige. Donc nous sommes vraiment dans une saga familiale, sur le plan intellectuel, sur le plan de la tradition, de l'appartenance à une conception du monde marquée par la religiosité. L'islam doit être partout, l'islam dirige les affaires du monde, l'islam explique le comportement. La religion doit être partout. Et elle est partout. Ramadan... Non mais selon Ramadan, pour vous c'est ça. Ramadan l'écrit, c'est-à-dire ce que moi je... Donc il n'y a pas de modernisme, il n'y a pas de réformisme. L'islam est au cœur de la société selon Ramadan. Ramadan, tout à l'heure vous avez parlé de sa posture vestimentaire. Bon, la posture vestimentaire n'explique pas tout, mais je dirais parfois l'habit ne fait pas le moine, hein, si j'ose dire. Mais c'est pourquoi on en a parlé, et c'est pourquoi la question est-ce qu'il avance masqué est posée. Masqué, alors les psychanalystes vous diront que le triple discours fait partie justement de la manière dont les gens, dont les hommes et les femmes dans une société contournent la réalité. Moi ce n'est pas le discours qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse au plus haut niveau chez Tariq Ramadan, c'est quelle est sa stratégie, quelle est sa vision. Et quelle est sa stratégie selon vous? Quel est son rôle? Alors, ce qui est extraordinaire dans cette histoire, il faut quand même le dire, et ça a été rarement dit. Comment Tariq Ramadan? C'est une question centrale. Si on ne la comprend pas, si on ne répond pas à cette question, on risque de ne pas comprendre grand-chose. Comment? Lui, qui n'est ni maghrébin, il ne s'inscrit pas dans l'histoire, dans le roman colonial maghrébin avec les maghrébins de France, il est d'origine égyptienne, il est suisse, il n'est pas français. Comment c'est ce personnage-là qui a fait ce que j'appellerais un hold-up sur l'imaginaire de toute une génération? C'est une vraie question. Mais là, il faut remonter l'histoire. C'est-à-dire l'échec de nos modèles, à absorber cette jeunesse qui a montré dès les débuts des années 80 sa volonté de s'inscrire dans le roman national. Eh bien, son vol a été interrompu. Et là, la question religieuse va intervenir comme un ferment identitaire. Ramadan cultivé, homme qui connaît quand même un certain nombre de choses, etc. Charisme personnel. Charisme personnel, on parle parfois de gourou. Prendre en charge cette demande, cette frustration, cette souffrance. Je dirais aussi qu'il y a une responsabilité des intellectuels musulmans français et non français dans ce naufrage. Parce que Ramadan va prendre en charge cette demande, il va lui donner un sens et il va surtout, et c'est la deuxième interrogation pour moi, c'est il va enfermer une jeunesse dans un radar identitaire où d'abord la citoyenneté passe par la question de la religion et non pas l'inverse. Et pour terminer, quand il l'enferme, il y a du cynisme? Non, il n'y a pas de cynisme. Je crois que c'est quelqu'un qui est sincèrement convaincu. Il n'est pas cynique au sens où on le pense. Il est sincèrement convaincu que le projet, le modèle de société auquel les musulmans doivent adhérer, c'est un modèle marqué par d'abord le primat du religion sur le primat politique. Mais vous conviendrez que ce n'est pas exactement le modèle de la République française. Et en cela, il y a un danger du discours. Il n'est pas le seul en France, il n'est pas le seul à ne pas être en phase avec les valeurs de la République. Il n'est pas le seul. Oui, il n'est pas le seul, mais c'est quand même un danger pour la République. Est-ce qu'on peut être d'accord là-dessus? Le mot danger est un mot, disons, un peu clivant. Ce que j'ai dit simplement, il est problématique pour une génération qui doit absolument s'affranchir des pesanteurs et qui est empêchée aujourd'hui d'avancer. Alors, je vais donner la parole à Jean-Louis Burga, mais peut-être que Kaya Nadir veut réagir, parce que vous, alors vous étiez dans une non-position, j'ai envie de dire, et vous pouvez réagir parce que manifestement... C'est pas une opposition, c'est plus compliqué que ça. Après, il y a des questions sur lesquelles on ne peut pas répondre oui ou non, ou il faudrait absolument répondre par oui ou non, c'est plus compliqué.
Moi, M. Tariq Ramadan, je le connais pas plus que ça. J'ai assisté à des réunions, donc je sais qui il est, c'est un intellectuel. Comme je vous ai dit, il est beaucoup écouté en banlieue, beaucoup de gens l'apprécient par rapport à ce qu'il représente. Après, de savoir exactement qui il est en profondeur, moi le premier, je ne suis pas en capacité de le savoir. Après, par rapport à l'affaire en elle-même, on n'a pas de jugement à porter, la justice fera son travail, j'espère qu'elle ira jusqu'au bout. Après, qu'il soit responsable, qu'il soit puni comme n'importe quel citoyen ou justiciable par rapport à ce qu'il aurait commis. Cette partie-là, on l'a dit tout à l'heure, c'est très difficile d'avoir des éléments. Donc le fait qu'il y ait des questions, comment voulez-vous que moi, à mon niveau, je réponds si déjà vous, les journalistes ou les politiques ont affaire à lui depuis 10 ou 15 ans sur les plateaux? Non, c'est assez clair ce qu'a dit monsieur. Ils ne sont pas capables de savoir qui. Non, là, vous ne l'avez pas écouté. Si, il a dit qu'il n'y a aucune ambiguïté. Et selon monsieur Hafidi, il n'y a pas d'ambiguïté, on sait précisément qui il est. Jean-Louis Burga, vous avez peut-être une position un peu différente. D'abord, est-ce que François Burga est votre frère? François Burga est mon frère, oui. Est-ce qu'on peut rappeler qui est François Burga? François Burga, vous le connaissez bien, je crois qu'il vaut mieux le... C'est un universitaire, directeur de recherche CNRS, un fin connaisseur du Moyen-Orient, puisqu'il a longtemps habité en Égypte et ailleurs. Et il se trouve que François Burga, dès les débuts des années 80-90, avec son ouvrage « Qu'est-ce que l'islamisme ?», avait d'une certaine façon opposé à tous les discours ambiants sur la nocivité de l'islamisme. Pour lui, c'est une réaction d'une modernité qui a trahi ses principes à l'égard des peuples opprimés, et que finalement les musulmans réagissent à travers une identité qui est la leur. Grosso modo, c'est un peu ça. Je crois savoir que François Burga est un ami de Tariq Ramadan. Voilà, c'est ça. Mais ce n'est pas un péché d'être ami. Non, mais simplement, forcément, c'est important dans la discussion et pour éclairer votre avis de le préciser, puisque François Burga, votre frère, donc, est plutôt ami avec Tariq Ramadan, et vous-même, forcément, êtes peut-être influencé par ce climat-là, puisque vous connaissez Tariq Ramadan d'une manière différente. Moi, je ne le connais pas, mais mon frère le connaît bien, effectivement. Et mon frère a une vision très, très modérée et très informée de la situation, puisqu'il vit depuis une trentaine d'années dans tous les pays musulmans du tour de la Méditerranée. En particulier en Égypte et en Syrie. Moi, ce que je voudrais dire tout de même, c'est que ce débat, il s'est déclenché pour une raison simple, c'est que les journaux ont fait hier leur une, un certain nombre de journaux, sur les problèmes qui sont dans l'actualité, les problèmes sexuels, si je peux dire, de Tariq Ramadan. C'est pour ça qu'on a déclenché ce débat aujourd'hui. Bon. Donc, là-dessus, je pense que le monde musulman, aujourd'hui, est très sensible à cette affaire. L'opinion musulmane est assez écorchée, donc il faut faire attention à ce qu'on raconte sur cette histoire. Sauf que l'Union des organisations islamiques de France n'a toujours pas réagi. Non, oui, mais c'est pour ça, parce que le sujet est effectivement compliqué, et c'est pas, on n'en discute pas comme de l'affaire Polanski aujourd'hui. C'est ce que je voulais dire. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que en gros, Tariq Ramadan explique une chose simple, pour moi, si je l'ai bien compris. Il explique que l'islamisme, c'est-à-dire l'islam militant qui a un esprit de conquête, ne va pas chercher ses racines dans le Coran du VIe siècle, mais dans les tensions actuelles dues aux sociétés occidentales qui oppriment les musulmans dans certains pays et dans certaines situations. C'est ça. C'est un raisonnement qui est assez logique, en tout cas dont on peut discuter d'une façon sereine. Voilà ce que je voulais dire, moi, sur Tariq Ramadan. Et la dernière chose que je voudrais dire, c'est une information, effectivement, que je tiens parce que, effectivement, je connais quelques... Mais tous les talibans qu'on a arrêtés en Syrie, il n'y en a aucun qui se réclame de Tariq Ramadan. Aucun. Vous me le confirmerez ? Non. Oui, Charlotte Dornelas. Il n'est pas l'idéologue des terroristes. Il n'est pas l'idéologue des terroristes. Charlotte Dornelas. Mais en fait, tout à l'heure, vous demandiez est-ce que c'est un réformateur, est-ce que c'est un moderniste, etc. Je crois que Tariq Ramadan, qui s'est défendu plusieurs fois d'appartenir aux frères musulmans, mais vous l'avez rappelé, et je me souviens d'un livre qu'il a écrit qui s'appelle Aux sources du renouveau musulman, qui avait été édité chez Bayard, et dans la préface, il était dit que Tariq Ramadan était le porte-parole des frères musulmans en France, qu'il n'avait jamais nié. Alors après, sur les plateaux, il a dit mais non, mais en fait c'est plus compliqué que ça, etc. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'effectivement on ne peut pas, et je n'irai certainement pas sur cette voie-là, commenter
ce dont il est accusé. Mais en revanche, on peut observer une chose, c'est que la femme, quand elle arrive au micro hier d'Apolline de Malherbe, explique et dit en fait finalement cette phrase qui est sortie partout, pour Tariq Ramadan, soit vous êtes voilé, soit vous êtes violé. Je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si on peut imputer ça à Tariq Ramadan. Ce qui est en revanche intéressant de noter, c'est que sur sa page Facebook, c'est des dizaines, voire des centaines de messages qui sont arrivés de musulmans de France qui lui ont dit mais c'est vrai, t'étais pas marié, enfin t'étais divorcé de ton mari, qu'est-ce que tu faisais chez un homme? Et puis en plus, c'est vrai, pourquoi t'es pas voilé? Et ça, c'est une réalité quand même. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que ce débat est extrêmement agité ou tendu sur la question de Tariq Ramadan. C'est qu'en plus de son ambiguïté à lui, eh bien, derrière, ça pose évidemment la question de la place de la femme. On l'a dit, ça fait 2 semaines qu'on parle de ça, etc., où on dit on n'arrive pas à poser cette question-là. Ce qui n'enferme pas tout l'islam, ce qui n'enferme pas tous les musulmans, mais il faut aussi voir ça. Et il est évident la que place de l'islam, dites-vous, dans l'islam. La place de la femme dans l'islam. Et la place de la femme dans l'islam. Oui. Quand on entend ces filles qui ne peuvent pas mettre de jupe, où on se dit, est-ce qu'il n'y en a pas qui mettent le voile aussi pour être tranquille? Répondons à ces questions aussi, acceptons de les regarder. Quoi. Moi, vous qui êtes président de l'association Banlieue, plus, et que vous vivez où à Gennevilliers. À Gennevilliers. Donc vous êtes au cœur d'une des banlieues françaises. Oui, jusqu'à présent, considérée comme une banlieue française. Est-ce que vous diriez que les jeunes femmes qui vivent en banlieue, parmi une population d'origine musulmane, est-ce que vous diriez que ces jeunes femmes vivent comme celles qui sont dans un arrondissement de Paris, là où la population musulmane n'est pas représentée? Alors, monsieur Pascal Pro, je vous apprécie parce que vous m'invitez, c'est très gentil, parce qu'aujourd'hui, quand on est issu des quartiers populaires et qu'on veut défendre la cause des quartiers populaires, notamment par rapport à un historique et beaucoup de situations anxiogènes et violentes aujourd'hui, on a du mal à avoir l'accès au plateau. Donc je vous remercie pour ça. Et donc là, j'hésite à répondre. Est-ce que je réponds sérieusement ou j'essaie d'avoir un petit peu d'ironie par rapport à ce que vous dites? Parce que je savais très bien que ce genre de sujet, on va arriver à des déviations comme ça, la place de la femme, il y a des femmes voilées. C'est pas une déviation, place de la femme. C'est ça qui est par drôle. rapport au sujet, on sait très bien. Voilà. Ce qui fait que je vous suis, c'est que parce que dans les médias français depuis des années, à partir d'un sujet, on se focalise, on généralise et on continue toujours pareil à stigmatiser on stigmatise les mêmes. Pas, on ne généralise pas. Moi, je pose une question simple. Quand on en arrive à cette question, qu'on en arrive à savoir, oui, la place de la femme en islam, d'une part, c'est pas le sujet. D'autre part, si on veut poser la question, je vous invite à inviter des femmes voilées ou non voilées, qui vous répondront peut-être. Je suis une femme, en fait, et je suis pas voilée. Musulmane par rapport à ce que vous dites, parce que c'est toujours pareil, l'interrogation. Mais j'invite un témoin et je lui pose une question simple et vous n'y répondez pas. Non, mais c'est une question simple nécessite parfois une argumentation qui l'est moins. Donc là, si vous voulez, on peut développer plus longtemps. Vous avez toujours pas répondu. Ça fait 2 minutes que vous ne répondez pas à ma question. Il reste 30 secondes d'émission. Non, mais pourquoi voulez-vous, comme on dit, vous avez vos questions, j'ai mes réponses. Mais là, en l'occurrence, par rapport, c'est quoi votre question? Est-ce qu'en banlieue, il y a des gens qui vivent bien Non, c'est pas du tout ça. Je vous ai demandé la question. Est-ce que vous diriez qu'une femme issue de la population musulmane en banlieue vit comme une femme citoyenne musulmane de confession musulmane. Comme une femme aujourd'hui dans le 7e arrondissement ou dans le 8e arrondissement de Paris, là où la population musulmane est moins représentée. C'était assez simple comme question. Non, mais c'est pas si simple que ça, parce que ça sous-entend beaucoup de choses. Clément Viktorovitch. Non, mais ça je suis d'accord avec vous, mais comme vous ne répondez pas et qu'il reste 30 secondes dans l'émission, donc vous n'aurez pas répondu. Ma question était mauvaise. Non, mais c'est aberrant quelque part d'entendre ça. En une phrase très vite. La question est aberrante. Je ne sais pas quelle est la place de la femme dans l'islam, le voile, tout ça, j'ai pas d'idée là-dessus. En revanche, ce que je sais, c'est qu'il y a quelques zigotos qui sur les réseaux sociaux disent des choses absolument scandaleuses. Mais si, quoi, 10, quelques dizaines, quelques centaines, fût-ce quelques milliers qui ont dit des choses scandaleuses. Oui, c'est scandaleux. Et puis ça n'en fait pas. On le pardonnerait pas à d'autres. Ah, mais j'ai jamais dit ça. Partout, il y a toujours absolument jamais dit ça. Il y a toujours des gens qui réagissent comme ça dans la vie. Excusez-moi, mais toutes les femmes qui ont quitté l'islam ont quand même disent la même chose en disant on a du mal à respirer quand même. Est-ce qu'on peut accepter de le dire, de le voir? Est-ce qu'il n'y a pas une question quand même sur ce sujet-là? Enfin, pardon, mais... Eh bien, on va le faire, ce sujet, la place de la femme. Des femmes qui vivent très bien leur foi, donc ça aussi, il faut le mettre en avant. Abderrahim a fini pour conclure, mais je vous jure, on vous réinvitera pour faire le plateau, parce qu'on a fini. C'est un vrai sujet. 10 secondes. Le débat sur Tariq Ramadan. Oui, bien joué. Sa position à l'égard de la femme, par rapport à la société, par rapport à la politique, par rapport au monde musulman, c'est une question globale dans un système. Il y a un système de pensée.
D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de voir dans quel gisement d'intellectuels, de théologiens il va puiser. Il ne parle jamais d'Averroès, il ne parle jamais d'Ibn Khaldoun, il ne parle jamais d'Al-Farabi, il parle de théologiens classiques, c'est-à-dire il a une vision, il veut donc promulguer une vision du monde, fondée non pas sur le primat de la citoyenneté, mais le primat de l'appartenance à une religion comme entrée à la citoyenneté. C'est là où il a effectivement ce que j'appellerais son péché mignon. La sélection à l'université, ça va être notre prochain thème entre 10h et 11h. Merci, on vous réinvitera évidemment, Naïa Kadir, pour évoquer, pourquoi pas, d'autres sujets. Message pour Nathalie Reims qui nous écoute tous les matins. Nathalie Reims qui est écrivain et qui traverse une petite période plus difficile en ce moment. Donc on la salue et on lui souhaite un bon rétablissement. À tout de suite pour la suite justement de l'heure des pros et notamment le journal à 10h.